Les voleurs d'élections. Les voleurs d'élections ne sont pas rares en terres africaines. Il faut dire que s'ils ne sont pas incités à commettre leur larcin, ils n'en sont pas découragés. Nations Unies, Union africaine, Europe, États-Unis, France, tout ce beau monde ne trouve guère à redire aux flèches décochées contre le moins injuste des systèmes politiques. J'ai compilé ici les notes que Jean m'a transmises au gré des élections que je suivais, de plus ou moins loin, parfois en contact direct avec certains candidats. À la relecture, ça fait un peu le « livre noir de la démocratie en Afrique de 2016 à 2020 ». Cet exercice un peu rapide et sans prétention universitaire permet de déceler des constantes, de voir ce qui fait système et de projeter une modélisation des temporalités électorales dans les pays voisins du Togo. On comprend mieux l'ère du temps électoral de cette présidentielle togolaise de février 2020. Pour tout démocrate, l'histoire récente s'était déjà faite dramatique au Gabon en 2016. Des émeutes éclatent après la proclamation de résultats extrêmement douteux annonçant la victoire d'Ali Bongo. Assemblée nationale incendiée, manifestants dispersés par des tirs à balles réelles, plus de 25 Gabonais tués par les forces de l'ordre au QG de campagne de Jean Ping, adversaire malheureux de cette élection, qu'il est difficile de sortir de l'ornière quand aucune main amie ne se tend. Les élections s'enchaînent en Afrique et les répliques d'un mauvais scénario se font plus fréquentes que les happy end démocratiques. Pourquoi rappeler cet épisode de la vie congolaise ? Tout simplement parce que derrière ce moment d'ouverture démocratique, Denis Sassou Nguesso connaîtra la défaite à l'élection présidentielle de 1992 face à Pascal Lissouba. Il finira même troisième derrière Bernard Kolla. Cet apprentissage des règles du jeu démocratique, dans lequel un président en exercice peut perdre, n'est pas du goût de Denis Sassou Nguesso. Pendant ses 2 années d'exil en France, de 1995 à 1997, il réfléchira à la manière de reprendre le pouvoir, par une guerre civile doublée d'un coup d'État, et surtout de ne pas le perdre ensuite. Quoi qu'il en coûte. 2002, 2009, 2015, chaque élection présidentielle est contestée, se joue dans la violence et aboutit à des scores très étonnants. Le règne de Denis Sassou Nguesso habille ses méthodes autocratiques violentes d'une pseudo-temporalité démocratique, l'élection présidentielle, qu'il s'agit de verrouiller suffisamment pour s'assurer du résultat à l'avance. Ce modèle abouti fait des émulés, dès qu'un candidat peu scrupuleux du respect des principes démocratiques sent la faiblesse des pays étrangers à réagir, parfois il parvient même à s'en faire des complices, le coup de force suffit à sceller le verdict des urnes. En la matière, les années 2010 inaugurent l'apathie complète des dirigeants occidentaux face aux tricheries répétées et exactions commises pour la conquête ou le maintien au pouvoir. En 2017, l'État policier rwandais maintient au pouvoir Paul Kagame, l'homme fort du pays depuis 1994, réélu président avec 98,7% des voix. L'année suivante, le Cameroun de l'inamovible président Paul Biya innove, en quelque sorte, puisqu'au bourrage des urnes s'ajoute l'invention d'observateurs étrangers indépendants qui auraient été mandatés par une ONG. Si le verrou préélectoral au Rwanda empêche de connaître un potentiel vainqueur, au Cameroun, Maurice Kamto est manifestement celui qui aurait pu ravir la victoire sur la base d'un scrutin sincère. Toujours en 2018, l'Égypte consacre le président sortant, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi dans un climat de peur et de répression. Les candidats opposants sont interdits de territoire, menacés ou jetés en prison. Au Mali, au moins 700 bureaux de vote resteront fermés sur 23 000 en raison de l'insécurité et d'incidents violents. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est réélu sans qu'on sache s'il s'agit d'un choix de la communauté internationale, en particulier de la France omniprésente militairement depuis 5 ans dans le pays, ou réellement des électeurs écrasés par les soucis du quotidien. 2018 est également l'année de la chute définitive du président du Zimbabwe Robert Mugabe. L'homme est sur la plus haute marche du pouvoir depuis 1980, après avoir été Premier ministre, quand il décide de transmettre les clés du palais à sa femme. L'armée ne supporte pas cette énième incartade du président âgé de 93 ans. Les frasques du couple présidentiel pourraient faire sourire s'il n'y avait pas tant de civils exécutés sous son règne. La mission d'observation de l'Union européenne, le climat politique s'est amélioré, le vote s'est déroulé de manière pacifique, mais l'inégalité des chances, les intimidations d'électeurs et le manque de confiance dans le processus électoral ont miné l'environnement préélectoral. Ainsi, l'expression en toute liberté de la volonté des électeurs n'est pas au rendez-vous et nombreuses sont les intimidations légères, pressions et contraintes contre des électeurs pour qu'ils votent en faveur du parti au pouvoir.
L'élection présidentielle de la fin de l'année 2018 en République démocratique du Congo se tient dans des conditions étonnantes pour motif de virus Ebola ou d'insécurité. Les grandes villes de Beni, Butembo et Yumbi sont décrétées hors jeu. Le résultat contesté génère également des réactions surprenantes. Il semble bien que les résultats proclamés ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là, déclare alors le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, et de poursuivre. La conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Il faut qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements et que la clarté soit faite sur ces résultats qui sont inverses à ce que l'on imaginait, à ce qui était avancé. Cela peut mal tourner parce que M. Fayulu était a priori le leader sortant de ces élections. Que signifie cette prise de parole au soir de l'annonce des résultats définitifs en janvier 2019 ? Qu'un pays comme la France a abandonné tout projet de soutien au processus démocratique en Afrique, mais que lorsque le cheval sur lequel elle a misé ne remporte pas le prix, elle essaie de faire déjouer la partie. Étonnant timing d'intervention. Si le ministre français avait eu des intentions démocratiques, il aurait rué dans les brancards à 1000 reprises et bien avant. À part jeter de l'huile sur le feu là où il n'en faut absolument pas, on ne comprend pas le projet français. Il faut dire que le ministre des Affaires étrangères vient de montrer une nouvelle fois son incompétence au président Macron. L'élection de Félix Tshisekedi est un des premiers scénarios à la russe. Tandis que la France, le Rwanda et l'Angola avaient tout fait pour sortir du jeu Joseph Kabila, voilà que celui avec qui s'est entendu le président sortant de RDC sort du chapeau. Le savoir-faire français pour placer ses pions africains ne fait plus recette. L'interventionnisme français dans toutes les élections du continent est déjà en soi une catastrophe et un déni de démocratie, mais il se double désormais d'un rejet des populations qui comprennent parfaitement le jeu de la communauté internationale et de ses représentants, au premier rang desquels figure la France. Les leaders politiques africains savent l'outrage et essaient de jouer avec. Les peuples du continent, eux, se détournent, ont perdu la confiance et ne tarderont pas à regarder ailleurs. Dernier arrêt sur une élection dans cette période, celle du Mozambique, fin 2019, qui voit la réélection du président sortant Philippe Nyusi dès le premier tour. Une mission d'observation de l'Union européenne accuse le parti au pouvoir d'avoir illégalement utilisé des fonds publics pour sa campagne électorale, et note un traitement médiatique disproportionné en faveur du gouvernement. Un chef d'État pour ruer dans les brancards, dire l'injustice, réclamer le droit des urnes ? Personne. Et surtout pas la France qui ne pense qu'à l'intérêt pétrolier de ses compagnies dans cet Eldorado de l'or noir. On pourrait entrer dans le détail de chacune des élections qui se sont tenues en Afrique à cette période. Mais c'est surtout cet éclairage qui compte. Le parcours de Denis Sassou Nguesso a montré que les libéralités démocratiques mènent à la perte du pouvoir quand une main de fer en garantit la continuité. C'est également une démonstration par l'exemple que tout s'achète, y compris le silence ou la bienveillance des démocraties occidentales. C'est enfin une défiance absolue des populations dans leurs systèmes électoraux. N'importe quel individu en Afrique peut vous expliquer les modalités principales d'une élection respectueuse des principes démocratiques. N'importe quel Africain comprend quand la triche dirige le scrutin. N'importe quel Africain saisit la duplicité et les mensonges des dirigeants des puissances étrangères. La séquence précédemment évoquée, qui va de 2017 à fin 2019, montre à quel point le système électoral a des failles d'autant mieux exploitées que le regard de la communauté internationale se porte ailleurs ou que le terrain électoral a été choisi comme terrain d'affrontement entre puissances étrangères. Garanties internationales en faillite, système interne propre à chaque pays trop fragile pour ne pas être à la merci du pouvoir de la violence et enfin, il faut le relever, le continent africain, trop en proie aux irrégularités et dirigé par un club d'autocrates ne peut pas non plus apporter sérieusement de sérénité et de sincérité à un quelconque processus démocratique. Les gendarmes potentiels sont absents, malades ou complices. Il faut rappeler que l'empreinte démocratique américaine sur le continent africain est au plus mal. Si les États-Unis sont souvent très maladroitement intervenus pour favoriser certains principes démocratiques en Afrique et s'ils ne sont bien évidemment pas dans le geste désintéressé, la période Donald Trump est une invitation à n'en faire qu'à sa tête et à monnayer, si nécessaire, son maintien au pouvoir côté chef d'État africains. Quant à l'Union européenne, les accords de Cotonou qui la liaient avec les pays d'Afrique, notamment sur les questions des libertés et de la démocratie, ont été signés en 2000 pour une durée de 20 ans. La mollesse politique européenne n'est pas qu'une question de date. Comme député, j'ai à plusieurs reprises interrogé l'administration européenne, m'inquiétant du non-respect par certains pays de ces accords,
notamment la Guinée-Conakry d'Alpha Condé ou la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Mes échanges furent surréalistes. La seule réponse qui m'était donnée consistait à dire qu'il ne fallait heurter personne, le temps au moins que la prorogation des accords soit signée. Début janvier 2020, quand la campagne se met à battre son plein au Togo, les voleurs d'élections sont au sommet de leur article. On apprendra que de nombreuses officines de cybersécurité ont joué de déstabilisation en trucage des urnes un peu partout. Une sorte d'international des voleurs d'élections sévit. Elle va aux plus offrants et à ceux qui font déjà partie du club. Elle dispose de multiples leviers. Pour s'y opposer, ni arbitre, ni gendarme, ni juge. Les vrais démocrates togolais s'engagent dans une bataille inégale, injuste, risquée et violente.